à tous. Merci d'être venus et de vous être déplacés ce soir. La réunion de ce soir, elle est à l'initiative de plusieurs groupes d'action de la ville de Rennes, qui sont composés des groupes d'action de Villejean, de Maurepas, de Rennes Centre-Nord et de Rennes Centre-Est. Et donc ce soir, on reçoit Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, et Frédéric Mathieu, député de la première circonscription d'Ille-et-Vilaine. Plus fort, plus fort. On plus fort. Très bien. Du coup, Frédéric Mathieu et Éric Coquerel sont là ce soir avec nous. Et Éric Coquerel, s'il est avec nous aujourd'hui à Rennes, il est bien de rappeler qu'il y a quelques jours, il était à Rafah, sur le territoire de Palestine, pour porter le message qui est le nôtre depuis le 7 octobre et même avant, qui est celui du cessez-le-feu entre Israël et la Palestine, ainsi que la libération des otages israéliens et des prisonniers palestiniens. C'est un message qu'il est très important de continuer de porter encore aujourd'hui. Donc on peut le remercier, lui ainsi que la délégation parlementaire des élus de gauche, d'avoir fait le déplacement là-bas et d'avoir porté ce message qui est d'une très haute importance. Il faut quand même rappeler qu'après l'offensive raciste de la loi immigration, nous devons être d'autant plus vigilants face au risque d'expulsion des Palestiniens et des Palestiniennes sur le territoire français. En plus de porter la voix de la paix, Éric Coquerel il est aussi président de la commission des finances, où il fait chaque jour face à la Macronie qui, à chaque vote de budget, affaiblit les services publics, la santé et l'éducation pour ne citer que, mais bien d'autres budgets également. On entend toutes les semaines que le gouvernement n'a pas le budget que nous estimons nécessaire pour ces postes de dépenses, et nous leur répondons que nous savons parfaitement où se trouve l'argent, il suffit de taxer les riches tout simplement. Nous connaissons les besoins, nous savons où est l'argent. Si le gouvernement n'agit pas, c'est qu'il le veut bien. Le défi des élus est donc de se battre pour que les moyens aillent aux besoins. Éric Coquerel et Frédéric Mathieu, avec tous les élus de la France Insoumise, s'y emploient avec ténacité et nous pouvons les saluer pour cela. Frédéric Mathieu, quant à lui... Frédéric Mathieu, quant à lui, a récemment publié avec l'ENAF son rapport sur les défis de la cyberdéfense. Récemment, il a également interpellé et rappelé à l'ordre le préfet qui a qualifié de terroristes les manifestants contre la loi immigration et accusé de complicité les étudiants et étudiantes, le personnel et le président de l'université de Rennes 2. Au sein du groupe parlementaire de la France Insoumise, Frédéric Mathieu se bat pour le respect des libertés publiques face à une Macronie qui réprime, éborgne et matraque chaque jour les citoyens et les manifestants. Avant de passer aux prises de parole sur la commission des finances et sur Rafah, on tenait quand même ce soir à rendre hommage à Robert Badinter qui est décédé ce jour. Voilà. Je vais laisser la parole à messieurs les députés dans un premier temps sur la commission des finances. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors c'est bon signe parce que je dois aussi la voix, parce que les organisateurs n'ont pas prévu de micro, peut-être parce qu'ils estimaient qu'on ne serait pas aussi nombreux. J'ai vu qu'on avait rajouté des chaises, donc c'est plutôt bon signe. Je remercie donc d'être ici. Je remercie mon ami et collègue Frédéric Mathieu de me recevoir à Rennes. C'est un plaisir commun. Et je veux aussi saluer quelqu'un à qui je passe souvent la parole en commission des finances, c'est Michael Dubouc qui est au premier rang, puisqu'il est commissaire aux finances. Et que comme je la préside, c'est moi qui passe la parole. Sa parole n'est pas très différente de la nôtre. Donc il n'y a pas de problématique. Donc merci à Michael d'être venu. Bien, donc moi, tous les deux, là, on va faire une première partie sur l'actualité. Et moi, je vais vous assommer de chiffres. Donc après, Frédéric aura la partie belle, il va pouvoir faire politique. Évidemment, vous allez dire, mais bon, ces chiffres, ça va. Je vais essayer de les rendre à peu près intelligibles et utiles. Donc je vais parler finances. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu, mais Bruno Le Maire vient de s'exprimer, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, sur l'idée que pour 2024, il y a le budget qui a déjà été voté, il va sûrement falloir trouver 10 milliards d'économies en plus, tout simplement parce que ce qu'on leur a dit pendant toute la discussion budgétaire se révèle vrai. Ce qu'on leur a dit, c'est que l'estimation de croissance sur laquelle ils ont fait leur budget, ils avaient dit on va avoir 1,4% de croissance, était complètement optimiste, voire trompeuse, puisque toutes les institutions internationales, économiques, françaises, etc., annonçaient déjà plutôt des taux de croissance autour de 0,6. L'INSEE vient à nouveau d'annoncer 0,8, donc eux-mêmes commencent à convenir de cette problématique, et donc ils nous annoncent que pour atteindre les 4,4% de déficit qu'ils ont prévu d'avoir fin 2024, il va falloir trouver 10 milliards d'économies en plus.
ils n'ont pas voulu nous entendre déjà. Parce que, quelque part, nous, on avait anticipé la question. Et pendant la discussion budgétaire, seulement en commission, je vais revenir, parce qu'on n'a même plus le droit de débattre en séance avec le 49.3, on leur avait non seulement proposé, mais même adopté environ 15 milliards de recettes supplémentaires. Hein, on a voté un certain nombre d'amendements qui étaient majoritaires, parce que le MoDem avait voté avec nous, par exemple, bon, qui n'était pas révolutionnaire, si le MoDem les a votés, vous imaginez bien, mais qui permettait de taxer en gros les super profits, même de manière provisoire, d'aller taxer les transactions financières, et tout ça faisait 15 milliards de recettes en plus. 15 milliards, c'est pas mal quand on estime qu'il faut déjà trouver 10 milliards d'économies, c'est autant d'économies trouvées. Donc, ils ne nous ont évidemment pas écoutés, et ils ont préféré tabler sur des réductions, une fois de plus, de dépenses publiques, donc de 10 milliards qui s'ajouteraient à celles qui ont déjà été prévues pour 2024, et nous disent-ils, ça c'est hier M. Attal, 12 milliards qu'il va falloir trouver en plus en 2025. Donc c'est leur prévision, 12 milliards, 10 milliards, qui gréderont les budgets des dépenses publiques, les budgets de solidarité nationale, etc., etc. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette politique, elle est compliquée à tenir. Elle est compliquée à tenir parce que, en réalité, ils sont sans arrêt rattrapés par les urgences. Qu'est-ce que les urgences? Alors, on en a connu quelques-unes. Hein. Ils ont beau dire que le temps du quoi qu'il en coûte est derrière nous. Chaque fois, chaque mois à peu près, ils sont rattrapés et ils doivent quand même ouvrir à nouveau le portefeuille. Là, dernièrement, ils l'ont fait. Ils n'ont pas fait beaucoup, pas suffisamment, mais ils ont quand même dû lâcher 400 millions d'euros aux agriculteurs. Pour la petite histoire, ces 400 millions d'euros correspondaient eux aussi à des amendements qu'on avait proposés lors du débat budgétaire et qu'ils avaient refusés. Donc, bilan, les agriculteurs, manifestement plus écoutés que les salariés quand ils sont en grève dans ce pays, ou que je ne sais quel autre secteur, les agriculteurs ont bloqué les routes. À mon avis, ils n'ont pas obtenu grand-chose sur leurs revenus, mais ils ont quand même obtenu ces 400 millions qui s'ajoutent, j'allais dire, au budget et au déficit prévu à l'origine. Je pense très franchement que dans les mois à venir, il va y avoir comme ça d'autres poches budgétaires qui vont éclater, qui vont nécessiter là aussi que quoi qu'il veuille, le gouvernement doit y mettre la main à la pâte. Vous m'excuserez, je suis un peu fatigué en cette fin de semaine, donc je fais quelques erreurs de français, mais je vais essayer de me rectifier au fur et à mesure de la soirée. Par exemple, sur le logement. Le logement, c'est une bombe sociale qui est en train d'exploser dans le pays. On y reviendra peut-être dans le débat. Je ne vais pas être rapide là-dessus, sinon ça prendrait trop de temps. Mais chacun voit que c'est en train de s'enrayer et que ce n'est pas seulement maintenant les gens qui ont du mal à se loger, c'est le BTP qui dit on va supprimer 150 000 emplois. C'est les promoteurs eux-mêmes qui disent on va supprimer l'emploi. Donc le logement est probablement une bombe qui va exploser. Ça m'étonnerait que l'État, qui sur ce secteur a baissé les dépenses publiques de plus de 4 milliards depuis 2017, là aussi arrive à passer à travers les gouttes et ne soit pas dans l'obligation d'acheter un peu d'argent. Il y a la question de l'école, il y a la question évidemment de la transition écologique, dont chacun sait qu'elle n'est pas suffisante, n'est pas suffisamment budgétée. Hein. Vous savez qu'il y a un rapport Pisani-Ferry qui est sorti qui estime qu'à l'horizon 2030, il faudra atteindre 67 milliards d'euros d'investissement en plus, donc 37 milliards de l'État, si on veut simplement respecter les accords de Paris en France. Là, on en est excessivement loin, donc ça, il faudra bien à un moment donné l'aborder. Par exemple, l'an dernier, Madame Borne nous a annoncé un plan de rénovation pour la SNCF de 100 milliards. En un an, on n'a pas vu 1 euro. Il y a bien un moment donné où il va falloir que, là aussi, ils avancent, parce que non seulement le train n'est pas assez développé en France, le fret n'est plus développé du tout, mais il y a un dysfonctionnement général sur certaines lignes dont vous aussi, vous pâtissez vraisemblablement. En vérité, moi je pense que ça illustre ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire leurs prévisions qui à chaque fois ne tombent pas juste, le fait qu'ils soient obligés d'ouvrir, même s'ils appliquent une politique de rigueur, leur portefeuille, c'est que leur logique ne marche, leur système ne marche. C'est pas seulement qu'il n'est pas juste, c'est qu'il ne fonctionne pas. Je vous donne un exemple. On a vu l'inflation augmenter et ils ont pris des décisions au niveau de la Banque Centrale Européenne qui est de remonter les taux d'intérêt. Donc ils ont remonté les taux d'intérêt. En général, c'est ce que vous faites quand l'inflation est due à une boucle qu'on appelle boucle salaire-prix. C'est-à-dire que pour ne pas augmenter l'inflation, on fait en sorte que les salaires ne progressent pas trop vite pour ne pas
qu'à leur tour, ils fassent progresser l'inflation. Sauf que ce n'est pas les salaires qui font progresser l'inflation aujourd'hui, c'est les marges des entreprises. Les marges des entreprises, par exemple agroalimentaires, ce qui explique, c'est une des raisons de la colère des agriculteurs d'ailleurs, c'est-à-dire que les prix de l'alimentation augmentent, qu'on se oblige de les payer beaucoup plus cher, que les marges des entreprises agroalimentaires ont doublé en un an, et que eux, par contre, leurs revenus agricoles ont baissé. Mais les marges des entreprises agroalimentaires, du service, ont considérablement augmenté, et c'est ça qui cause de l'inflation. Quand vous essayez de corriger l'inflation par une hausse des taux d'intérêt, vous ne corrigez pas cette question. En réalité, ce que vous faites, c'est que vous rendez, par exemple, le crédit trop cher. Donc les gens ne peuvent plus acheter. Donc les gens ne peuvent plus consommer. Et donc c'est la consommation populaire elle-même qui est atteinte, après avoir déjà été atteinte par le recul des salaires, comme je vais vous l'expliquer. Tout ça, évidemment, a un coût. Ce coût, c'est celui d'une consommation populaire qui faiblit. Il faut savoir qu'en 2023, la plupart des économistes allaient annoncer que la France allait être en récession comme les autres pays européens. Ça n'a pas été le cas, c'est vrai. Finalement, on a fait à peu près 0,8% de croissance, alors que l'Allemagne était en récession. Ça s'explique par une seule chose, ça s'explique par le fait qu'en France, la consommation populaire, quand même parce qu'il reste certains mécanismes d'appui de la demande, a permis à l'économie de se maintenir. Si le dernier moteur de l'économie, qui est la consommation populaire, fléchit, du fait que les salaires ne montent pas, du fait que justement il y a moins de dépenses publiques, alors, à nouveau, eh bien, c'est l'activité économique et la croissance qui va baisser. Donc ça, c'est déjà un premier point qui, à mon avis, ne marche pas. Bon, ils nous disent, en 2027, on va faire encore plus fort, puisqu'ils veulent atteindre cette fois-ci 2,7% de déficit. Alors comment comptent-ils procéder? Vous avez compris, ils ne comptent pas procéder par la hausse des impôts. Ils disent, nous ne voulons pas augmenter les impôts, traduisez, nous ne voulons pas augmenter les taxes sur les riches. C'est ça que ça veut dire. C'est pas autre chose, parce que nous, on n'a jamais proposé, au contraire, même d'autres programmes de la NUPES proposent l'inverse, on n'a jamais proposé d'augmenter les impôts des classes moyennes. Donc, mais par contre, eux, ça se traduit par ça. Alors ça donne quoi, cette histoire? Depuis 2017, les 5 milliardaires de ce pays les plus riches ont vu leurs revenus, soit par des cadeaux fiscaux, soit par des profits plus importants, augmenter de 87%. Je vous redonne un deuxième chiffre qui est très éclairant. Les 75 familles les plus riches en France payent environ 0,2% d'impôt sur le revenu. 0,2% d'impôt sur le revenu. Pourquoi paye-t-il 0,2% d'impôt sur le revenu? C'est que Macron a favorisé les revenus du capital, à tel point que les gens, quand ils gagnent de l'argent, ont intérêt à déplacer leur patrimoine et leurs revenus vers leur revenu professionnel. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que ce n'est pas leur revenu personnel, ils le déplacent vers des holdings, vers ce que vous voulez, qui évidemment est moins imposé, puisqu'il y a un plafond, notamment la flat tax, de 30% sur ces revenus. Le bilan, c'est que ces 75 personnes, familles, payent sur l'ensemble de leurs revenus, cette fois-ci, environ 25% d'impôts. 25%. S'ils étaient assujettis à l'impôt, au barème d'impôt sur le revenu, ils paieraient près de 50%. Alors déjà, c'est assez injuste, mais vous savez combien ça coûte au pays? Ça coûte environ 18 milliards d'euros par an. 18 milliards d'euros par an. Donc c'est pas seulement quelque chose qui est considérablement injuste, ou à les exploser l'inégalité dans le pays, c'est en plus quelque chose qui nous prive de recettes absolument décisives. Je viens de démontrer qu'on en a véritablement besoin. Donc ça, ils ne veulent pas toucher. Ils le disent à l'avance. Qu'importe que dans le même temps, ces gens ont gagné considérablement de l'argent quand les pauvres se sont multipliés dans le pays, 9,1 millions de pauvres, hein. C'est 14,5% de la population contre 13,6% en 2022. Qu'importe que les gens qui ont des prestations sociales ont vu leur pouvoir d'achat baisser, moins 4% ces dernières années. Qu'importe que le salaire moyen dans le privé a également baissé, le salaire moyen dans le public a également baissé, et que par contre, ces rentiers capitalistes, les plus riches, ont vu leurs revenus exploser, et tout ça nous privant de mesures. Tout ça pour dire une chose en plus. C'est que non seulement c'est injuste, mais en plus, leur stratégie en gros du ruissellement, même si eux n'appellent pas ça comme ça, ne fonctionne pas. C'est-à-dire l'idée que pour faire en sorte que la France soit plus compétitive, créer de l'emploi, on va attirer les capitaux en faisant des cadeaux les plus importants aux capitalistes,
Il n'y a pas une étude en France, même celle de France Stratégie qui sont assujetties à Matignon, qui prouve que ça a créé de l'emploi. Pas une. Ça a gonflé les fortunes, ça a gonflé les dividendes. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Total annonce 20 milliards de bénéfices, dont 15 milliards de dividendes, c'est-à-dire des bénéfices non investis pour 2023, mais ça n'a pas créé d'emploi. Donc ça, c'est la logique de leur tête. Par contre, ça nous a chaque année, ça nous a privé 80 milliards de recettes fiscales. Et si vous ajoutez à ça le fait qu'on est le pays recordman d'Europe d'aide aux entreprises non conditionnées, 200 milliards, donc 77 milliards d'exonération fiscale, de cotisations sociales qui après deviennent peut-être de dettes sociales qui pèsent sur les budgets de la sécurité sociale et autres, eh bien, vous avez une logique absolument terrible. L'État s'appauvrit au bénéfice de quelques-uns et ça ne bénéficie pas à l'économie. Donc ça, c'est un premier constat qu'on peut évidemment tirer. Alors sur quoi compte-t-il? Donc vous avez compris qu'on peut augmenter les impôts. Ils nous disent on compte sur la croissance. C'est ce qu'ils disent. On compte sur la croissance pour permettre justement des rentrées fiscales. Bon. D'ailleurs, ils nous disaient qu'en 2022, Michael disait en 2022, regardez, ça marche, on a eu plus de rentrées fiscales. Bon, évidemment, ils ont eu plus de rentrées fiscales, c'était l'année rebond après le Covid. Et 2023, manque de peau, c'est revenu une année normale, les recettes fiscales ont baissé, ils ne disent pas que c'est dû à leur politique, et donc ils ont augmenté déjà le déficit. Mais l'an prochain, ça sera pareil. C'est ce que je vous l'ai dit, la croissance ne sera pas rendue. Que, contrairement à ce qu'ils disent, par exemple, sur les 12 milliards d'économies qu'ils veulent faire, ils comptent notamment faire des économies parce qu'il y aura moins de chômeurs, disent-ils. Manque de chance, l'INSEE est en train de dire que le chômage va remonter considérablement en France. Donc le deuxième pilier sur lequel, cette fois-ci, ils comptent, c'est-à-dire la croissance, ne sera pas au rendez-vous, ne va pas régler leurs problèmes. Donc inévitablement, ils vont se retrouver devant un mur. Et le mur, nous disent-ils, ça va être d'attaquer les revenus du travail, ça va être d'attaquer les dépenses publiques, etc. Sauf que, comme je vous ai dit tout à l'heure, à un moment donné, même pour le plus libéral soit-il, tout ça a des limites. C'est-à-dire que quand vous attaquez des budgets liés à des services publics qui eux-mêmes sont en crise et font que les usagers de ces services publics ou les professionnels de salaire public se mobilisent parce qu'ils disent on ne peut plus, que l'hôpital est en train de craquer, que l'école est en train de craquer, il y a un moment donné, il y a de s'arranger. Donc ils sont dans ces difficultés qui, à mon avis, est le propre justement d'un système qui ne fonctionne pas. Pour conclure, je dirais qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Déjà, il faut partir d'un constat. C'est vrai toujours, mais c'est encore plus vrai quand justement nous sommes dans des périodes d'urgence. Quand je dis des périodes d'urgence, c'est quoi? Je crois, vous avez compris que le quoi qu'il en coûte, à mon avis, n'est pas derrière. La période d'urgence, c'est écologique, ça chacun le voit. Alors, elle n'a pas seulement des conséquences, la crise écologique, sur ce qu'il faudrait faire pour anticiper le fait qu'il y ait moins de réchauffement planétaire. Elle a aussi des conséquences toutes bêtes. Quand vous avez des inondations exceptionnelles dans le nord de la France, c'est dû également au dérèglement climatique. Quand vous avez des incendies en Bretagne en été, d'accord, c'est dû au dérèglement climatique et ça coûte de l'argent. Parce qu'il va bien falloir sortir cet argent pour payer plus de matériel pour les pompiers, etc. Donc, ce quoi qu'il en coûte écologique est toujours là. Ce quoi qu'il en coûte, on le voit aussi avec les guerres, il est toujours là. Ce quoi qu'il en coûte sur différents domaines que j'ai égrenés est toujours là. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que le capital coûte trop cher dans ce pays. Le capital coûte trop cher dans ce pays. C'est pas possible comme ça de dilapider des dizaines et des dizaines de milliards d'euros au bénéfice de quelques-uns qui produit les plus grandes inégalités, très certainement que l'histoire humaine n'ait jamais connues, même beaucoup plus grandes quelque part au long du servage, tellement les différences de revenus peuvent être énormes. C'est pas possible de le faire. En plus de ça, ces différences, ce profit, se comptent à la fois, j'allais dire, en coût carbone, parce que les profits qui sont, c'est du coût carbone, ça explique aussi une consommation, une production pour enrichir seulement quelques-uns, c'est insupportable, mais aussi, j'allais dire, en coût social évident. Donc il faut partir sur l'idée que, d'abord, il faut gouverner d'après les besoins. Je pense qu'il faut partir de là. Qu'est-ce qu'on a comme besoin? Et à partir de là, comment on trouve les financements? Comment on décide de la fiscalité en fonction des besoins? Et vous aurez compris que je propose de revenir à une fiscalité beaucoup plus juste et qui notamment retaxe le capital comme le travail. À minima, ça ferait gagner déjà des dizaines de milliards d'euros. Deuxièmement, il faut une politique qui renverse les inégalités qu'on constate entre le salaire et le capital. Ça fait des années que les salaires baissent dans l'économie par rapport au capital. Donc il faut augmenter les salaires. Il ne faut pas les augmenter, il ne faut pas augmenter les revenus des actifs comme ils proposent en baissant les revenus des inactifs. C'est ce qu'ils proposent de faire encore, puisqu'ils proposent
l'an prochain d'attaquer encore les chômeurs, et notamment brillante idée d'attaquer les chômeurs qui seront en fin de carrière, c'est-à-dire ceux qui devront attendre 2 ans de plus à cause de leur réforme des retraites, et qui du coup auront moins d'indemnités, passeront au RSA, seront pauvres, etc. Et c'est comme vous pouvez l'imaginer. Ce n'est pas le fait de baisser les revenus des inactifs, c'est d'augmenter le revenu des actifs. Augmenter le SMIC, mais aussi, par exemple, conditionner les aides aux entreprises à celles qui augmentent les salaires. Permettre qu'il y ait des plafonnements d'entreprises de salaires de A à 20 dans les entreprises. On a des mécanismes. Et puis, par exemple, que l'État soit instigateur d'accords de branche avec l'idée d'augmenter les salaires. Quand je dis les salaires, ce n'est pas seulement les salaires, c'est les revenus agricoles. En gros, les revenus de tous ceux qui ont leur force de travail pour vivre, comme disait Marx. C'est aussi, j'ai dit, partager les richesses, c'est aussi une réforme fiscale, c'est aussi la nécessité absolue de conditionner les aides d'entreprise. Prenons l'exemple du crédit impôt recherche, c'est quand même hallucinant qu'on ait des entreprises comme Sanofi, d'accord, qui suppriment des laboratoires de recherche dans ce pays, qui touchent des centaines de millions d'euros pour soi-disant favoriser la recherche. J'en parlerai. C'est créer de l'emploi. Donc il faut créer l'emploi nécessaire dans le public. Il faut partager le temps de travail dans le privé, parce que si vous créez de l'emploi, eh ben, vous créez des cotisations sociales, vous créez de la fiscalité, etc. Et puis c'est aussi, j'allais dire, une politique qui tourne le dos, cette politique de relance par l'écologie. Dans notre idée, la transition écologique apporterait toujours pas. Mais, et je terminerai là-dessus, c'est aussi une politique qui tourne le dos à cette espèce d'épouvantail qu'on nous met toujours, qui est la question de la dette financière. Au nom de la dette financière, on nous dit, vous allez privatiser, vous allez baisser les dépenses publiques, vous allez attaquer les revenus du travail, etc. Il faut le dire une fois de plus. Moi, je ne fétichise pas, je ne dis pas qu'il faut créer de la dette. D'abord, la dette est nécessaire, parce que chacun comprendra que des investissements pour 10 ans, vous ne pouvez pas les payer sur un an. Essayez de le faire, par exemple, quand vous voulez acquérir un bien un peu cher, vous faites un crédit. C'est pareil au niveau de l'État. Deuxièmement, parce que la dette est soutenable. D'accord ? La dette, telle qu'on nous la présente, on nous présente une dette comme si tout d'un coup, la somme de toute la dette française qui est étalée sur plusieurs années était à rembourser en un an. La seule chose qu'il faut voir, c'est la charge de la dette. Et la charge de la dette, elle est aujourd'hui de 1,9% du PIB. Même dans leurs chiffres, en 2027, elle sera environ avec 2,2% du PIB. Donc, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique. Donc, oublions, je ne dis pas qu'il faut faire la dette pour la dette, mais c'est pas le sujet. Parce qu'il y a une dette qui est plus importante. Il y a une dette qui est fondamentale. Il y a une dette qui ne peut pas être négociée. C'est la dette écologique. Celle-là, on la transmet à nos enfants. Et donc, au nom de cette dette écologique, c'est celle qui doit, à mon avis, couler. Et pour conclure le tout, là-dessus, vous avez compris que cette politique, on s'y oppose, mais elle sous Macron, elle se double en plus d'un problème démocratique absolument important. C'est que, figurez-vous, il y a pas mal de ces amendements que je viens de vous présenter qui ont été majoritaires en commission et qui vraisemblablement ont été majoritaires dans l'Assemblée. Et le 49.3 les a tous rayés de la carte. Ça fait 2 budgets qu'on ne vote plus par le 49.3, qui est quand même l'antithèse d'une démocratie parlementaire. Ça prive le Parlement de débat et de voter le budget qui a été l'essence même de la création de Parlement. Donc c'est absolument sidérant. Et là aussi, je pense que c'est quelque chose qui, à mon avis, ne peut pas durer, qui remet en question la Ve République et autres, et qui là est un pur scandale démocratique et qui en plus n'est pas efficace, c'est ce que j'ai essayé de vous dire. Merci. Mon tour de te remercier pour ta présence ici, ça fait plaisir. Et puis merci de me laisser absolument rien à dire ensuite. Après. T'as même pas toute l'actualité économique, toute l'actualité politique. On va essayer. Justement sur la pente antidémocratique, ce qu'a dit Eric est particulièrement important. On a en effet le 49.3, mais on n'a pas que le 49.3. On a aussi toute une pratique institutionnelle nouvelle qui est en train de se former et où on découvre comme ça des règles qui n'avaient jamais été établies jusqu'ici. Par exemple, au mois de mai dernier, en commission des affaires sociales, un coup de fil entre la présidente de l'Assemblée nationale et la présidente de la commission des affaires sociales permet de faire disparaître 1300 et quelques amendements qui avaient été déposés sur une proposition de loi du groupe Club qui tenait à effacer l'âge de la retraite à 64 ans. Donc on avait mis un maximum d'amendements et un maximum de débats. Et eux, ils ont fait ça, c'était la première fois que ça arrivait dans l'histoire de nos institutions. C'est un exemple parmi d'autres, mais aussi, parfois, les commissions, moi par exemple, je fais partie d'une commission qui essaie de la défense nationale et des forces armées. On n'a pas beaucoup de projets de loi. Le seul projet de loi qu'on a eu à traiter, et qu'on aura traité visiblement, c'est la loi de programmation militaire qui est passée l'année dernière. À côté de ça, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des auditions.
Donc on écoute des gens. On a le droit de poser une question pendant 1 minute en tant que député. Et puis on n'a pas le droit de répondre, on n'a pas le droit d'échanger. Bon, vous voyez, il y a toute une pratique quand même institutionnelle qui fait que notre parole, tout est fait pour qu'elle soit bridée. Et puis il y a des pratiques aussi locales. Je fais quand même un petit détour sur ce qui s'est passé il y a 2 semaines avec le préfet. Parce que c'est pas un hasard. Faut bien être conscient qu'on est aujourd'hui dans une situation politique qui est telle que, alors certains disent pré-révolutionnaire, mais oui, il y a de l'activisme. Clairement, il y a de l'activisme anti-système qui se développe. C'est bien, c'est plutôt bien. Mais il y a aussi, de manière très majoritaire, à mon sens, en tout cas, mais on pourra en discuter, une sorte de résistance passive, c'est-à-dire de non-consentement qu'on entend, qui se sent, qui peut se manifester par une participation à un mouvement social, comme celui des retraites par exemple, enfin, sympathie à d'autres mouvements sociaux, comme par exemple celui des agriculteurs, qui bénéficient d'une assez grande sympathie dans la population, et qui montre que globalement, on ne peut plus. Les gens ne veulent plus y consentir. Donc qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Quand c'est les mouvements sociaux, on sort la matraque. Chacune et chacun, vous en avez fait l'expérience ces dernières années, notamment depuis la loi El Khomri, notamment ici à Rennes, où nos manifestations sont toujours très fleuries. On sort la matraque, on dissuade les gens d'aller manifester. Castaner qui disait, si vous ne voulez pas être blessé, n'allez pas en manifestation. C'est abject en démocratie de dire une chose pareille, parce que quand même, manifester, c'est un droit fondamental, c'est-à-dire garanti par la Constitution. Et on sait quand même, il y en a quand même quelques générations qui se sont battues jusqu'au sang pour l'avoir. Et puis, parfois, c'est des préfets qui se prennent pour des ministres. Notre cher préfet, je tiens à le dire parce que ça fait beaucoup de bruit localement, mais c'est aussi un symptôme, et c'est pas qu'une situation rennaise. Des préfets politiques et politiciens comme ça, il y en a d'autres, dans d'autres villes en France. Je sais qu'à Montpellier, ils ont touché un nazi qui a l'air sympa. Faudra couper ça, hein, la vidéo. Bref, des préfets à l'allemand, si vous voulez. Je dis ça parce qu'il paraît que Juppé, lorsque l'allemand s'est pointé à Bordeaux, a dit « Tiens, il nous envoie le nazi ». Je ne fais que répéter les choses. Des profils policiers, clairement. Des préfets flics. J'ai rien contre les policiers, mais en tout cas, chacun son métier, c'est pas ce qu'une heure. Donc ils sont là uniquement pour tenir en règne courte le mouvement social lorsque ça se développe, là où ça se développe. Des préfets très politiciens. Notre cher préfet, il faut savoir que c'est un militant LR. Voilà. Il a été ou il l'est plus. En tout cas, sachez que par exemple, au lendemain de l'affaire de Big Malion, quand il a fallu remettre l'appareil LR sur pied, LR ou LP, le monsieur, il s'est mis en disponibilité de ses fonctions de préfet pour aller remettre de l'ordre dans l'appareil politique, en termes de finances et d'organisation. C'est quelqu'un qui est quand même suffisamment investi dans un organe politique pour qu'on lui donne les finances et l'organisation. Bon. Et donc il se balade avec sa casquette de préfet pour faire de la politique localement. Visiblement, Rennes est trop à gauche à son goût. Je le dis tout de suite, je n'ai aucune sympathie pour le pétage de vitres. Je ne comprends pas qu'on détruise, moi j'ai 20 ans de syndicalisme derrière moi, je ne comprends pas qu'on s'en prenne à l'outil de travail de quelqu'un d'autre, surtout quand on se dit de gauche. Point barre. Par contre, dire que les gens sont des terroristes et utiliser le mot terroriste à tout crin, là, et d'une, c'est une manœuvre de criminalisation globalement du mouvement social, et qu'on a entendu souvent dans la bouche des gouvernants. Premièrement. Deuxièmement, pardon, mais c'est indigne. Enfin, les personnes qui sont, et notre pays a été durement touché quand même par le terrorisme islamique, les personnes qui sont victimes du terrorisme, qui ont perdu la vie, qui ont perdu un proche, qui sont traumatisées à vie, c'est un peu plus qu'un vitrine cassé. On va être d'accord. Donc là, il y a quelque chose d'indigne qui est globalement bien sur le champ lexical de l'extrême droite. C'est un champ lexical de l'extrême droite, par ailleurs adopté par la Macronie aussi. Darmanin, on est, ne soyons pas naïfs, hein, l'arc de l'extrême droite, il parle bien d'arc des républicains. Donc. Moi, dans mes sons de tir à l'arc, je vois aussi l'arc de l'extrême droite, qui va des fachos affirmés, jusqu'à la Macronie. Clairement. Et la loi immigration, telle qu'elle a été votée, telle que les débats ont été faits, le montre. Alors voilà, on peut toujours se contorsionner dans tous les sens, mais quand on est sur un tropisme raciste, voilà, on peut toujours dire que c'est fait pour mieux protéger les immigrés. Hein, c'est comme la retraite. La retraite, on vous la fait, mieux la protéger. C'est la novlangue macroniste. Ça aussi, cet effet novlangue, c'est un autre effet antidémocratique. Qu'on cache le sens des mots, qu'on cache le sens des actions à travers un vocabulaire qui est totalement délié,
vous êtes dans 1984, je ne sais pas si vous l'avez lu, ce roman d'Orwell, mais enfin voilà, la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'oppression, enfin je ne sais plus. Bref, tout est mélangé. Tout est mélangé. Comment on peut parler de démocratie à partir du moment où le langage n'est plus clair? On ment même sur le sens des mots. On ne ment même plus dans l'intention, le mensonge qu'on connaît tous et toutes, qu'on a tous et toutes pratiqué dans notre vie. Non, maman, j'ai pas mis les doigts dans le pot de confiture, c'est un mensonge. Mais là, c'est j'ai mis les doigts dans le pot de confiture, mais pas pour prendre de la confiture. Mais le fait de prendre de la confiture fait que la confiture est conservée. On va comprendre. Donc, on a eu terroriste, on a eu... Ah oui, Rennes 2. Rennes 2. Bon. Pareil, Rennes 2 est un livre terroriste. Pareil, puisque si on fait le raccourci, Rennes 2 est un livre terroriste. Et puis il y a une autre chose qui était insupportable. Et moi, franchement, même si la maire de Rennes avait été de droite, ou... bref, on va pas polémiquer, mais... Et même si la maire de Rennes avait été maire d'une ville de 250 habitants, je trouve absolument inadmissible qu'un préfet menace publiquement une élue. S'il veut faire de la politique, il met sa gueule sur des affiches, il se présente à des élections et il fait de la politique. Bon, mais il l'a fait, mais il a perdu. Largement. Il me gâche ma... C'est un vilain. Je ne sais pas comment tu fais pour le supporter en commission. Je pense qu'il a fait... Ça ne permet pas de me faire ça en politique. Non, mais il a fait 6%, quelque chose comme ça. Oui, il a pris un gros gadin. Ouais, voilà. Donc j'ai la faiblesse de croire que quelque part, il se retrouve au Gauchistan, comme dirait notre excellent concitoyen Guillaume Meurice, qui habite à Rennes, qui dit Rennes, c'est un peu le Gauchistan. Le mec, il est furieusement de droite. Il se retrouve au Gauchistan, et en face de lui, il a des élus qui représentent le camp d'en face et qui ont réussi là où lui, il a échoué lamentablement. Faut le comprendre. On prend ça par l'humour, mais ça n'est pas un hasard. Je suis convaincu que dans les années qui vont venir, cette façon d'administrer la République de manière décentralisée, c'est-à-dire globalement les préfets, les chefs de service déconcentrés de l'État, ça va être de plus en plus de manière politique, histoire de bien nous tenir en l'escompte. Donc, je vous dis ça, non pas pour se faire plaisir comme ça, mais c'est notre devoir de vigilance citoyenne. On doit avoir vraiment un esprit là-dessus. Il n'y a rien d'anodin. Quand un préfet s'exprime comme ça, il n'y a rien d'anodin. Et je crains que Darmanin qui vient... Donc Darmanin vient lundi 12 à la préfecture. J'ai plus l'horaire en tête, mais quelqu'un écrira l'horaire. Donc voilà, si vous reste des casseroles, n'hésitez pas. Je crains qu'il ne vienne pour le conforter plutôt que pour lui remonter les bretelles. J'aimerais faire une petite... rebondir un petit peu sur ce qu'Eric a dit tout à l'heure, en ce qui concerne la capacité du capital à venir siphonner la richesse nationale. Et directement les finances publiques, et directement ce qui est la matérialisation la plus noble des finances publiques, à savoir le service public. Tu parles de gouverner selon les besoins, le service public, c'est ça, c'est gouverner selon les besoins, des besoins d'intérêt généraux, des besoins qui font que nous formons société, la santé, l'éducation, des choses qui permettent de réduire les inégalités et le hasard des inégalités des gens. Il y a des retraités dans la salle. Vos retraites, elles sont indexées sur l'inflation? Les salariés, vos salaires, ils sont indexés sur l'inflation? Les étudiants, vos bourses, indexées sur l'inflation? Normal. Normal, parce que la dette de l'État, par contre, elle est indexée sur l'inflation. Bruno Le Maire, l'année dernière, je crois, je me reporte au président en ce qui concerne le calendrier, a octroyé ce qu'on refuse de donner aux retraités, ce qu'on refuse de donner aux étudiants, ce qu'on refuse de donner aux salariés, ce qu'on refuse de donner aux privés d'emploi, à savoir que la dette est indexée sur l'inflation. On a contracté des emprunts à taux variable. Donc dites-vous bien, et dites-le autour de vous, que lorsqu'il manque un brancard dans un service d'urgence, que lorsqu'il manque une AESH pour accompagner un gamin handicapé dans une école, que lorsqu'il manque même un enseignant à mettre devant des élèves, bah, ça se traduit en taux d'intérêt versé directement dans la poche des capitalistes dont Eric a parlé tout à l'heure, les fameux 75 plus riches qui pèsent 0,2%. Ça peut paraître très facile de dire les choses comme ça, mais c'est la réalité économique. C'est la réalité économique. Et je suis désolé, quand on paye une dette de l'État à taux variable, bah, ça se retrouve forcément dans les poches de quelqu'un d'autre.
C'est pas un fait naturel, tout ça. Tout ça, c'est un fait politique. Et ce fait politique, il a un nom. Et c'est quelque chose qui est aussi vieux que l'humanité, ou presque, depuis qu'elle s'est sédentarisée. C'est tout simplement le partage des richesses. Et on a une dynamique de partage des richesses qui, en effet, est déséquilibrée et se sert absolument de tous les cadeaux, comme par exemple ça, les taux variables de la dette de l'État, le truc super techno. Tout le monde s'en fout globalement quand on parle de taux de la dette de l'État. Monsieur, madame, tout le monde s'en fout. Mais c'est un vecteur puissant de confiscation du bien commun. Et c'est ce que Eric disait. Si vous empruntez pour acheter, je sais pas, votre appartement, vous faites un prêt sur 25 ans. Et on regarde votre revenu sur 25 ans pour vous prêter de l'argent pour pouvoir acheter votre logement. Alors on crée, en effet, comme disait Eric, cette espèce de miroir déformant, de focus mensonger qui consiste à dire, on ramène tout sur une année. Comme si vous allez voir votre banquier, vous dites, je veux emprunter sur 25 ans. Ah oui, pas de problème, vous pouvez emprunter sur 25 ans. On prend les 25 ans de dette, on vous les ramène à un an, on fait un an, vous gagnez pas assez. C'est un truc de fou quand même. Et tout ça, ça fait partie du discours qui permet l'acceptabilité de la confiscation du bien commun. Je pars en sucette complètement. Je suis désolé, il faut m'arrêter parce que je suis un bon bavard. Donc, la pente antidémocratique, moi je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit, sur lequel on doit être très vigilant. Je sais que vous en êtes sans doute conscient et conscient, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas lâcher parce que justement dans les conversations qu'on peut avoir au sein de notre famille, avec nos collègues, avec nos voisins, avec nos amis, c'est des choses qui ne sont pas si évidentes. La démocratie, c'est un état de nature. Maintenant, la démocratie, c'est un rapport de force constant. C'est un rapport de force constant. Et quelque part, comme on dit, à toute chose, malheur étant bon, on en a la démonstration criante aujourd'hui à travers des tas d'exemples, bien au-delà de ce que j'ai pu vous donner. Je voudrais faire juste une petite incise sur les cabinets conseils. C'est pas que c'est ma marotte, mais j'étais chef de file la semaine dernière pour la France Insoumise sur la PPL des cabinets conseils. Commission d'enquête au Sénat, menée sérieusement entre une sénatrice communiste et un sénateur LR, qui ont sorti un rapport, qui ont montré que, globalement, les cabinets conseils, tout et n'importe quoi. Gaspillage d'argent. Gaspillage d'argent, alors parfois pour des prestations qui ne vont pas jusqu'au bout, qui sont de qualité médiocre, ou alors des choses dont on n'a carrément pas besoin. C'est-à-dire qu'on a les compétences au sein de l'État pour le faire, mais il faut filer le biscuit à McKinsey, ou à Deloitte, ou à Euralia, etc., etc. Donc on avait au banc des ministres, une ministre qui est ancienne salariée du Conseil. On avait notamment un député, ex-président de la Commission des affaires économiques, qui a passé 8 ans à Deloitte, donc gros cabinet conseil, qui est maintenant ministre du Logement. J'en parlerai vite fait tout à l'heure. Et en fait, on a une proposition de loi qui est partie du Sénat avec l'idée de protéger l'intérêt public et de protéger les services publics, les finances publiques, globalement, une loi de protection des finances publiques, c'est pas mal, c'est déjà mieux que rien. Et durant les débats, on s'est retrouvé avec une Macronie qui a tiré à mort pour faire une loi de protection de l'activité des cabinets conseils. Donc ça repart au Sénat complètement déchiré et complètement cassé de partout. On va bien voir ce que ça va donner, mais là encore, voilà, je vous donne un exemple. Si vous avez l'occasion d'aller regarder des débats, 2 minutes, me dit Jean-Paul, Merci. Si vous avez l'occasion de regarder des débats, allez-y. Et puis enfin, je vais vous citer un grand homme. Il s'appelle Guillaume Casvarian. Oh là. Si vous m'avez dit qu'un jour je citerais Casvarian, après je ne l'ai pas encore cité, donc si je ressors vivant de cette citation des camarades. Donc ce monsieur a été nommé, Eric l'a dit, la crise du logement. Il n'y a pas besoin d'insister, voilà, il n'y a pas besoin d'être un expert là-dessus, tout le monde en parle, tout le monde le voit. Mais on sait par contre que c'est quelque chose qui va vraiment, excusez-moi l'expression, nous péter à la gueule. Et il y a quelque chose symboliquement dans un pays, en ce qui concerne le logement, lorsque les gens ont déjà du mal à se mettre un toit au-dessus de la tête. Et voilà, je pense par exemple au combat qui avait été mené par l'abbé Pierre. Ça dit quelque chose de notre humanité, voire de notre inhumanité, lorsqu'on laisse passer. Eh ben tant pis, je suis en train de paumer Casvarian. Vous voyez, je suis tellement... Ah, je l'ai. Je l'ai. Guillaume Casvarian. Donc voilà,
le personnage qui se retrouve à la tête du ministère du Logement, alors qu'on est en train de traverser l'une des pires crises qu'on ait connues, je pense, depuis 50 ans. Le combat que j'ai mené sur les squats est éminemment libéral, car il vise à rétablir la propriété privée en considérant qu'il faut sacraliser ce droit. Dans cette loi, je défendais l'idée qu'il faut simplifier l'expulsion des squatteurs et qu'en cas d'impayé ou de contentieux locatif, il faut agir plus rapidement pour que le propriétaire puisse retrouver la jouissance de sa propriété. Voilà. Autrement dit, vous avez un accident de la vie, vous vous retrouvez privé d'emploi, votre conjoint se retrouve privé d'emploi, bref, on ne peut plus payer le loyer, vous devenez une délinquante pour délinquante. Ceci, je pense, résume en soi la formation de ce nouveau gouvernement, qui n'est plus d'un mois d'ailleurs à se former, preuve que personne ne voulait lui foutre les pieds. Je pense que ça nous amène, enfin, ça nous promet quand même de sacrés moments de lutte. Et également une très grande nécessité, je pense, parce qu'en effet, c'est une machine à dissoudre le lien social, une très grande nécessité justement à tenir bon en termes de lien social, à garder cet esprit de fraternité qu'on peut avoir, que notre population a pu avoir eu dans son histoire, dans les moments les plus durs, parce que là, la fraternité, on va en avoir besoin. Vraiment. De ne pas regarder l'autre comme un ennemi, de ne pas regarder l'autre comme un privilégié, mais vraiment de se diriger vers celles et ceux qui, en effet, profitent de la misère, et profitent tellement de la misère qu'ils finissent par la traiter pour pouvoir mieux en profiter. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir échanger. En tout cas, merci pour votre attention. D'abord, avant de commencer à parler de Rafa, on l'a exprimé tout à l'heure, mais je voulais le redire. Je voulais rendre hommage à Robert Badinter, parce que j'estime, rien que pour le fait d'avoir prononcé un des discours les plus humanistes du XXe siècle, porté une des lois les plus humanistes du XXe siècle, et je pense que du coup, tout le camp des humanistes doit un remerciement éternel. Voilà, c'est ce que je voulais dire à son propos. Donc j'ai mené une délégation effectivement aux portes de Gaza à Rafah ce week-end, après avoir traversé le Sinaï, qui est une zone militarisée pour laquelle il fallait donc les autorisations des Égyptiens. Alors comment cette idée est venue? J'ai été contacté au mois de novembre par des gens d'Urgence Palestine, et notamment animés par Salah Hamouri, qui était un franco-palestinien longtemps emprisonné en Israël, avec qui j'ai sympathisé, et qui sont venus tendre passer le relais, quoi, me dire, écoute, il faudrait que tu organises un voyage à Gaza. J'ai dit, ok. Et donc j'ai essayé de construire ça avec également l'ambassadrice de France en Palestine, Ala Sirac, une femme remarquable. On a mis plusieurs mois, simplement parce qu'on a eu du mal à obtenir les autorisations des Égyptiens. On a fini par les obtenir. Et c'est donc une délégation d'une quinzaine de parlementaires issus des groupes écologistes, Parti communiste, France Insoumise. On a failli avoir le Parti socialiste qui avait failli venir, qui a sur si j'ai bien compris, une décision que vous aviez prise collectivement, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Elle avait dit que ce serait bien qu'il y ait un représentant. Elle n'a pas pu matériellement, mais sinon elle aurait été là. Et l'idée, c'était d'avoir très franchement, l'idée, c'est d'avoir une délégation la plus transpartisane possible. On avait même la suppléante d'un député Horizon, Jean-Charles Larsonneur, par ex-Horizon, quand même inscrit dans la mouvance majoritaire, qui était avec nous. Bien. Pourquoi on est parti là-bas? Alors, non pas pour voir, parce que c'est impossible de passer à Gaza quand on vient de Rafah, pour une bonne raison, c'est que c'est les Égyptiens d'abord qui contrôlent, mais surtout les Israéliens qui contrôlent, ils ne laissent pas rentrer comme ça. Mais l'idée était surtout, très franchement, de se rapprocher symboliquement à portée de voix des Palestiniens suppliciés de l'autre côté de la frontière, pour faire entendre un message. Le message, avant tout, c'était de demander le cessez-le-feu pérenne et immédiat de ce qui était en train de se passer à Gaza. Donc c'était ça le message principal, pour être entendu le plus puissamment possible. Je crois que c'est ce que nous sommes parvenus à faire, bon, en France un peu, dans le monde beaucoup, ça a été énormément repris dans le monde, pas que le monde arabe, ça a tourné. Et puis finalement, j'allais dire, je ne regrette pas qu'on ait mis plusieurs mois à partir, parce qu'il y a un autre message que finalement on a fait entendre. Ce n'est pas nous qui l'avons déclenché, mais je crois qu'on a servi de porte-voix sur ce qui est en train de se passer. Parce qu'au moment où ce voyage a été imaginé, les Israéliens bombardaient
Gaza Nord, en disant aux Palestiniens, partez dans le sud, laissez ici seul le Hamas, et partez dans le sud si vous voulez vivre. Ils sont partis dans le sud. Et les Israéliens, à partir de là, ont bombardé le sud. Et donc finalement, les Palestiniens, ça c'est notre voyage, se sont retrouvés à Rafah. Rafah, c'est côté palestinien, nous on était côté égyptien. C'est une ville coupée en deux, c'est la zone, une zone de quelques kilomètres de largeur qui s'étend donc le long de la frontière égyptienne. Et donc ils sont 1,5 million massés sur une zone qui théoriquement accueille 200 000 personnes. La plupart des gens qui sont arrivés n'ont plus rien. Leurs immeubles ont été détruits, ils sont dans des situations de détresse absolue, la moindre couverture leur sert d'abri. Et pour reprendre les propos des médecins qu'on a rencontrés de Palmed, notamment de Raphaël Pitti, qui était un des chefs de cette délégation, il n'y a plus 1 mètre carré disponible sur les trottoirs et les rues parce que tout le monde est entassé de manière considérable. Donc finalement, j'allais dire que pour témoigner, mieux valait témoigner de ce qui s'est passé plutôt que de témoigner en octobre où on aurait vu une situation, finalement les bombardements étaient là. Là, les bombardements étaient à côté de nous, ils avaient commencé à Rafah. Et ça nous a permis de voir une chose. C'est que ce qu'a dit la Cour de justice internationale sur le risque génocidaire est absolument réel. Ce n'est pas de la propagande. Il y a un génocide en cours actuellement à Gaza. Il faut bien se le mettre dans la tête. Quand on écoute Raphaël Pitti, médecin, j'ai fait une question au gouvernement là-dessus l'autre jour, que dit-il? Il dit que la situation, c'est un chaos sanitaire. C'est un chaos partout absolu. Que les gens qui arrivent dans son hôpital, un tiers sont blessés du fait de bombardements ou de snipers israéliens. Snipers, ça veut dire qu'ils sont visés en tant que tels. Parmi tous ces blessés, il n'y a pas un combattant du Hamas. Il n'y a que des civils. Et les snipers utilisent des balles qui sont faites pour blesser et pas tuer. Et donc paralyser encore un peu plus le système de santé qui reste, qui se résume aujourd'hui à un seul hôpital. Il n'y a plus d'anesthésie, il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus d'eau potable, etc. Voilà la situation aujourd'hui à Gaza. Donc, il y a une situation de génocide. Et ça nous éclaire sur les objectifs. Moi, ça fait plusieurs semaines que moi je le dis, et c'est pour ça d'ailleurs que... les objectifs en réalité de Netanyahou. Je ne crois pas que Netanyahou veuille faire disparaître le Hamas. Netanyahou veut faire disparaître le peuple palestinien. D'accord ? Quand on dit disparaître le peuple palestinien, ce n'est pas les critères de savoir que tous les Palestiniens vont disparaître les uns après les autres. C'est de les faire disparaître en tant que peuple. Et donc l'objectif en ce moment auprès duquel court Netanyahou, c'est de faire en sorte que la situation soit tellement intenable à Rafah qu'au bout d'un moment, la communauté internationale exige de l'Égypte qu'elle ouvre les portes et qu'il y ait une seconde Nakba, c'est-à-dire qu'il y a un nouvel exode avec les gens ne reviendront pas. Si je vous dis ça, c'est pas, là non plus, c'est pas de la propagande. En septembre 2023, Netanyahou a une carte qu'il présente devant l'Assemblée générale de l'ONU, et Gaza et la Cisjordanie sont des entités israéliennes. D'accord ? C'est ça qu'il présente, c'est ça l'objectif. Donc, je crois qu'il faut bien comprendre, la question n'est pas de vengeance par rapport au massacre abominable du 7 octobre que nous avons tous condamné. La question, c'est d'en finir avec la possibilité d'une création d'un État palestinien. C'est ça qui est en cours. Bien. Ça, on l'a. Le fait d'y aller, je pense, et le fait de l'avoir porté, moi j'observe à l'Assemblée, enfin, mes collègues sont témoins, vous étiez peut-être là, mon DQH et vous. J'ai parlé de risque génocidaire, je remarque que, à part le représentant de Netanyahou, qui est meilleur avis, personne n'a réagi dans l'Assemblée. Je dis ça parce que, il y a quelques temps, quand on parlait de ça, mais le gouvernement estimait. Là, personne n'a réagi. C'est-à-dire que l'idée qu'il se passe quelque chose, ça commence. Et c'est plus que nécessaire que ça commence, je vais vous dire pourquoi. C'est qu'il reste un mois. Il reste un mois parce que, notamment, Israël, qui depuis la Cour de justice internationale, devrait être sur la défensive, puisque la Cour de justice internationale lui a donné un mois pour donner les preuves que le génocide n'était pas en cours. Israël qui devrait être en défensive, c'est pas Israël qui est en défensive, il continue comme si rien n'était, c'est ceux qui permettent que le génocide ne se fasse pas, c'est l'UNRWA. L'UNRWA, c'est l'ONU qui gère les réfugiés palestiniens. 30 000 personnes sont gérées par l'UNRWA. Israël a expliqué que 12 d'entre eux avaient été complices des attentats du 7 octobre. Bien. Sans aucune preuve. Maintenant, il n'y en a plus que 6 déjà. Sans aucune preuve. L'UNRWA les a licenciés par précaution.
Et Israël a demandé que l'UNRWA ne soit plus financée. Les États-Unis ont arrêté de financer l'UNRWA, l'Allemagne a arrêté de financer l'UNRWA, etc. Si à la fin du mois, c'est pareil, l'UNRWA est obligée de plier bagage. Si l'UNRWA plie bagage, je reprends là à nouveau les propos du médecin Raphaël Pitti, un peuple est condamné. Parce que l'UNRWA, c'est ce qui assure ce qui reste un peu d'administration dans Gaza. Et d'aide alimentaire et d'aide sanitaire. Sans l'UNRWA, il n'y a plus rien. Donc on a un mois. Enfin, on n'a même pas un mois, parce que de toute façon, là, vous avez vu que Netanyahou a décidé de bombarder encore plus fortement, on voit presque l'endroit où on était à quelqu'un. Donc voilà l'enjeu. Donc maintenant, ce que je crois, c'est que, je vais conclure là-dessus, je crois que, observons déjà une chose, et nous, les discussions qu'on a eues avec les autorités égyptiennes et avec les représentants de l'autorité palestinienne via l'ambassade d'Égypte, ils le disent. La France est maintenant passée du côté de la demande du cessez-le-feu pérenne. C'est un progrès. Hein, la voix officielle de la France a été ça. Ces journées a été dire ça là-bas. C'est un progrès, contestablement. C'est pas ce que font tous les États. Mais maintenant, par contre, il faut monter plus haut. Si on veut faire céder Israël, il faut monter plus haut. La première chose, c'est que la France doit faire pression sur ses partenaires européens pour qu'ils refinancent l'UNRWA. Je pense que la France ne peut pas faire pression sur les États-Unis, mais sur les autres, l'Allemagne et autres, il y a des moyens quand même d'essayer de faire pression. Deuxièmement, il faut des sanctions sur Israël. Bon, il faut arrêter de vendre des armes à Israël. Rien que ça, déjà, commençons par ça. C'est quand même incroyable qu'on continue à vendre des armes à Israël, vu ce qui est en train de se passer. Mais je pense qu'il faut des sanctions économiques. Et puis, par exemple, une autre chose que pourrait faire la France, c'est reconnaître la Palestine. Parce que si la France reconnaissait l'État de Palestine, peut-être que ça pourrait produire un effet. Et si la Palestine avait une représentation à l'ONU, par exemple, ça serait plus facile après de dire qu'on veut une force d'interposition à Gaza. Je donne des exemples de ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, il faut agir et se mobiliser nous-mêmes. Hein. Il y a des mobilisations qui se préparent. Je pense qu'il faut une grande manifestation contre le risque génocidaire. Mais pour conclure, ce que je vais vous dire, c'est que, au-delà des analyses différentes qu'on a pu avoir au départ sur la caractérisation des actes du Hamas, qui très franchement revenait à savoir comment on caractérisait le conflit. Ce n'était pas le fait de caractériser la gravité ou pas des actes. Ça n'a jamais été là. Nous, on n'a pas utilisé acte terroriste pour dire que les actes n'étaient pas abominables. Moi, je considérais que les actes étaient abominables. On l'a fait pour dire que ce n'était pas une guerre de religion, que c'était bien un acte abominable dans une guerre coloniale. Je pense que les faits nous donnent raison. Mais ça, c'est autre chose. Au-delà des différences qu'on peut peut-être avoir dans la salle, aujourd'hui, il y a un risque génocidaire. C'est ça qui est en jeu. Et s'il y a un risque génocidaire, d'abord, ça va déstabiliser tous les États de la région, c'est en train de se passer, hein. Et deuxièmement, ça fera le bonheur de personne. Moi, ça ne fera pas le bonheur des Palestiniens, mais à terme, je ne crois pas que ça fasse le bonheur des Israéliens non plus, parce qu'un État ne peut pas, comme ça, appliquer à un autre peuple un génocide sans lui-même en être atteint d'une manière indélébile. Donc, je pense qu'aussi, c'est dans l'intérêt des Israéliens d'arrêter ça. Voilà un peu ce que je voulais vous dire suite à ce déplacement